Et voilà. Bonjour à tous. Oula, ça. Donc je dirige le cabinet Sitwell qui est spécialisé depuis de nombreuses années dans la supply chain et l'accompagnement des entreprises, notamment dans des projets de transformation liés au système d'information que nous avons autour de la table. Ariel Veil, le directeur général de la société Dynasys. Depuis près de 30 ans, on développe et on intègre des solutions de demande et supply chain planning pour permettre aux entreprises industrielles et du retail d'avoir une supply chain agile. Merci. Donc la supply chain agile, justement, Gilles Allais. Et c'est lui qui l'a faite, hein, j'avoue, je rendre à César quand même. Hein. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, Gilles Allais, donc le responsable de la filiale française du groupe Barloworld Supply Chain. Nous proposons donc des solutions de planification stratégique, tactique et opérationnelle. Merci Gilles. D'ailleurs, on peut garder le micro. Bonjour à tous. Donc, je suis René Desvignes, le président de la société Hortems. Hortems est dédié aux activités de la planification du manufacturing. Planification qui va du plan directeur de production jusqu'à l'ordonnancement et vice-versa. Hortems, c'est aujourd'hui 12 000 utilisateurs dans 50 pays. Et notre motto, comme vous l'avez sûrement constaté, c'est Agile Manufacturing. Donc mon but est vraiment de partager avec vous sur les projets d'agilité dans le maillon du manufacturing. Merci. Bonjour, Henri Seroux. Donc je dirige maintenant depuis 10 ans les activités de Manhattan Associates en France, enfin à partir du bureau de Paris, un peu sur d'autres pays également. Manhattan a 22 ans aujourd'hui. Nous sommes éditeurs et intégrateurs de solutions de pilotage et d'optimisation de la supply chain. Environ 2500 collaborateurs et 375 millions de dollars en train annuel de chiffre d'affaires. L'agilité, on est un petit peu tombé dedans quand on était petit parce que l'entreprise a été fondée en fait sur ce concept-là par des anciens consultants de Kurt Salmon aux États-Unis qui étaient des chantres de l'Efficient Consumer Response et qui ont développé en fait les premiers logiciels WMS pour permettre aux fournisseurs de la distribution de se conformer très rapidement à leur cahier des charges logistiques, à livrer exactement comme ils le voulaient au moment où ils le voulaient, et puis après c'est devenu un WMS et puis tout le reste. Merci Henri. Et donc Joseph, c'est bien, vous avez tous fait avec un seul micro, on se demande pourquoi on s'embêtait à vous en mettre un deuxième. Joseph Elfeli. Si, il marche Joseph. Joseph Elfeli. Alors, moi, je suis le fondateur et le dirigeant de Actios Group. Notre métier, depuis la création de l'entreprise, est de livrer à nos clients un système de supply chain intégré qui intègre pratiquement les fonctionnalités essentielles de la supply chain afin d'agir directement sur le coût de la disponibilité des produits et par conséquent agir directement sur les immobilisations des entreprises. Alors notre offre, elle s'articule autour de 3 piliers de la supply chain qui sont l'approvisionnement à tous les niveaux, au niveau point de vente, au niveau central et au niveau centre de distribution lié à la production. Deuxièmement, c'est le système WMS et troisièmement, c'est le TMS. Tout ça, c'est avec un objectif clair, c'est-à-dire on n'a pas un patchwork de solutions qu'on installe un peu partout selon les besoins du client. L'objectif essentiel que nous, on poursuit, c'est la baisse des coûts de la disponibilité des produits. On va y revenir. Merci Joseph. Donc, comme je vous le disais, un consultant, 3 représentants, on va dire, de l'optimisation industrielle, de la planification, 2 représentants de la partie peut-être plus distribution pour débattre de ce sujet. Donc justement, je voudrais revenir déjà par définir, selon vous, qu'est-ce que c'est qu'une supply chain agile? Laurent, toi qui es le consultant, j'allais dire nommé, comment tu verrais justement cette définition de l'agilité? C'est quoi une supply chain agile? Parce qu'on vient de voir que ça date pas d'hier, à travers ce que nous disaient René Desvignes et Henri Seroux. Donc, qu'est-ce que c'est déjà l'agilité de la supply chain?
Comment tu le définirais? Donc, déjà, je me réfère à la définition du dictionnaire qui est agile, c'est être souple et léger. Alors, être souple et léger en supply chain, ça dépend du poids de la supply chain avec laquelle l'entreprise et l'organisation va démarrer au départ ou qu'elle va devoir gérer dans le temps. Donc, être souple, pouvoir être agile et réagir, ça va être plusieurs choses. Moi, la manière dont je le vois, c'est être capable déjà de se rendre compte que le monde change. C'est-à-dire qu'il faut être capable de poser un constat. Et nous, souvent les entreprises, elles nous contactent un peu trop tard par rapport au constat. C'est-à-dire qu'elles vont nous appeler quand elles ont déjà perdu des parts de marché, quand les stocks ont déjà beaucoup monté. Enfin, on pourrait se dire, tiens, le constat, ils auraient pu le faire longtemps avant, peut-être s'ils avaient eu les bons outils. Est-ce qu'ils avaient les moyens de le faire, donc justement? Alors voilà, déjà, est-ce qu'ils ont pu faire le constat? Après, j'ai constaté que j'ai besoin de réagir. Donc mon agilité, ça va être ma vitesse à laquelle je vais redéployer mes ressources. Cette vitesse-là, elle va dépendre de la capacité de l'entreprise à avoir un consensus sur voilà vers où il faut aller. On va se redéployer, mais pour faire quoi? Et c'est l'autre chose qu'on note souvent, c'est un certain désordre dans les têtes, y compris des dirigeants. Les gens n'ont pas le même constat, ne veulent pas bouger la même vitesse et ne voient pas la même cible. Donc on va chercher aussi des informations d'aide à la décision pour dire vers où il faut aller. Et le troisième stade, c'est maintenant que je sais et que l'entreprise s'est mise d'accord sur la direction vers où je vais aller, comment je vais faire et comment je vais assurer la performance et la diffusion finalement de ma transformation dans mon organisation. Et là, c'est le troisième vecteur pour lequel, pour nous, le système d'information aura une grande importance. C'est est-ce qu'il est déployé partout, utilisable partout, avec des organisations qui savent l'utiliser de manière performante pour réaliser l'agilité en question. Voilà, c'est ces trois stades qui on va dire d'un point de vue un peu systémique, amènent à trois types d'outils. Alors on peut trouver dans la même solution et chez mes confrères, ils ont souvent différents types de modules. Mais on voit bien qu'il y a, ça correspond à des besoins d'information et de prise de décision différentes suivant chaque stade et à des qualités différentes. Alors merci déjà pour avoir brossé cette vision d'un point de vue organisationnel. Pour revenir d'un point de vue plus logiciel, alors l'agilité pour Acteos, c'est quoi votre vision? Vous avez une vision aussi globale de la chose? Elle est plus restreinte? Comment vous voyez l'agilité d'une supply chain de votre point de vue? D'abord, si vous voulez, la supply chain a un objectif. C'est-à-dire, on met en place une supply chain, c'est pour amener le produit d'un endroit A au consommateur final. In fine, c'est le consommateur final qui nous intéresse. L'agilité, c'est pratiquement, on a parlé avant dans l'industrie automobile de lean manufacturing, lean management, et l'agilité, elle découle d'un concept qui veut dire que je vais mettre tout en œuvre pour pouvoir être capable de livrer le consommateur final, quelles que soient maintenant les évolutions et les mutations socio-économiques dans la société. Alors aujourd'hui, on voit que pour satisfaire le besoin d'un client final, on va utiliser le multicanal, on va utiliser plein, je dirais, de canaux de distribution pour amener le produit vers le client. Et in fine, le client, il achète quand il est satisfait. Et par conséquent, quand il a le produit, et ça c'est le premier critère, et deuxièmement, quand le produit ne coûte pas cher. Or, la supply chain en soi, l'agilité de la supply chain, c'est de pouvoir livrer, accélérer, je dirais, le flux, tout en baissant le coût. Et c'est ça la réponse à cette contradiction. Je veux dire, d'abord, je veux garantir une disponibilité, mais je ne veux pas immobiliser énormément d'argent. Deuxièmement, je veux garantir un taux de satisfaction client tout en augmentant, je dirais, la réactivité de l'ensemble des acteurs sur la supply chain. Alors, c'est pour cela qu'il y a vraiment un travail de fond à faire. Ce sont des systèmes, je dirais, on n'est plus dans des systèmes statiques qui gèrent, mais on est dans un monde où on doit vraiment
optimisé, apporté aux gérants de la supply chain d'aide à la décision. Et plus ils ont des systèmes d'aide à la décision, plus ils vont accélérer le flux et plus on va baisser le coût de la disponibilité. D'accord. Est-ce qu'Henri a la même vision de l'agilité d'un point de vue opérationnel aussi? Est-ce que on peut être agile d'un bout à l'autre de la chaîne? Est-ce que c'est quoi l'agilité? Je crois que le d'un bout à l'autre de la chaîne, c'est l'enjeu. Aujourd'hui, tous nos clients sont convaincus que la condition de leur agilité, c'est la vision en temps réel de leur stock et de leur flux depuis leur fournisseur jusqu'à leur client final, que ce soit un magasin ou un industriel. Et quel que soit le point par lequel ils rentrent sur un projet supply chain, l'intention est en général d'étendre au fur et à mesure les applications sur ces différents nœuds de la supply chain entre l'amont et l'aval. Leur seconde certitude, c'est le cahier des charges avec lequel ils sont rentrés dans le projet va correspondre aux besoins pour l'année, les 2 ou 3 années qui viennent, mais leur monde va changer. Ils vont rentrer sur d'autres marchés, ils vont devoir lancer d'autres produits sur d'autres canaux. Peut-être que leurs sources aussi d'approvisionnement vont être modifiées et donc leur schéma logistique va devoir changer. Donc ce pourquoi on a fait le projet, il faudra très rapidement l'adapter. Peut-être qu'on rajoutera des hubs amont, on changera peut-être la destination des entrepôts où on va les mécaniser. Et il faut pouvoir à ce moment-là être entré dans le projet avec des solutions qui vont facilement accompagner ce changement. Et c'est ça, être agile. Donc soit simplement en les configurant, soit en ajoutant éventuellement d'autres briques. Merci. René Desvignes, on a quand même pas mal, donc bon, je vais pas forcément rester sur cette notion d'agilité. Je pense qu'on a compris un petit peu qu'effectivement c'était une capacité à réagir rapidement avec des solutions adaptées. Mais cette agilité, est-ce qu'elle s'est accrue ces derniers temps? Parce qu'on avait l'air de dire que ça date pas d'hier. Joseph parlait de supply chain, mais quand on en parle, finalement, elle est agile intrinsèquement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé récemment? Est-ce qu'il faut être plus agile qu'avant et pourquoi? Alors, le fait que l'agilité soit remontée dans les pratiques qui sont maintenant sur les tableaux de bord des directeurs généraux et des boards de toutes les grandes entreprises, c'est que aujourd'hui, la compétition, c'est d'abord du temps. C'est une compétition basée sur le temps. Celui qui est le plus rapide à réagir est en général le gagnant. Le deuxième point, c'est que aujourd'hui, ça n'est plus des compagnies qui se battent contre des compagnies, c'est généralement des supply chains qui se battent contre des supply chains. Donc, on voit qu'aujourd'hui, l'accent est mis sur ce niveau d'agilité. Et effectivement, vous avez raison de souligner que tous mes confrères ont parlé de processus globaux. L'agilité, au-delà de ce que j'ai entendu, je rajouterais que c'est d'abord quelque chose qui caractérise une entreprise globalement, c'est-à-dire il s'agit d'une organisation globale qui est censée être plus agile, c'est des processus qui doivent être plus agiles et ça doit donc être formellement une vision globale. On ne peut pas être agile en prévision et retardé dans le manufacturing et vice-versa. Donc l'agilité est devenue quelque chose qui est aujourd'hui vu comme global. Et je rajouterais qu'un des points dans lequel l'agilité aujourd'hui une réponse adaptée, c'est que le monde s'est complexifié et que pour répondre à cette complexification des enjeux avec une économie globale, des compétiteurs globaux, vous ne pouvez plus travailler comme on l'a été. Et j'introduirais à l'agilité, jusqu'à la fin des années 2000, on était forecast driven. Donc on avait des forecasts et on optimisait par rapport à des forecasts. Je crois qu'aujourd'hui les gens sont market driven, ce qui veut dire au plus près du changement du marché et non pas des forecasts. Et ça amène à l'agilité. Pourquoi? Parce que quand on est market driven, on est lié à la sensibilité de ce qui se passe sur les produits sur deux axes qui sont la variabilité en termes de volume et de variété de produits. Donc nous on le voit par exemple dans le manufacturing où nos clients aujourd'hui
utilise des points de découplage, c'est-à-dire qu'une partie du process va être travaillée avec des économies d'échelle, donc des techniques assez classiques de celles du XXe siècle, et puis sur la partie qui va vraiment être customisée et vraiment qui va apporter la finalisation par marché, par produit, elles sont traitées d'une manière un petit peu différente. Donc le découplage de la supply chain va amener cette agilité au niveau du manufacturing. Merci. Ariel Veil, est-ce que vous partagez cette vision comme selon laquelle les prévisions n'ont plus leur place ou que c'est pas compatible avec la vision market driven? Je pense que non, mais c'est juste du ressenti. Plus près peut-être de la bouche du micro. Là, celui-là, il marche. Non, alors je voudrais d'abord revenir effectivement sur... Tu as choisi le sujet qui était les logiciels et l'agilité pour les logiciels, mais je crois qu'avant tout, l'agilité, ça démarre au niveau de l'entreprise. C'est avant tout une organisation, c'est des processus, c'est une culture d'entreprise et c'est une volonté du management. C'est une volonté de devenir agile, de pouvoir répondre rapidement et correctement aux différentes modifications qui vont intervenir dans l'entreprise. Mais il faut également une volonté, mais une adhésion de l'ensemble des partenaires de l'entreprise. Alors, pour qu'on arrive à avoir cela, il faut effectivement qu'on ait des bonnes technologies, qu'on ait les technologies et les solutions, très bien, et les solutions qui vont permettre d'arriver à cette agilité. Et alors, on a parlé des solutions parce que c'est quand même aujourd'hui le sujet. On a parlé de solutions qui allaient d'un bout à l'autre de l'entreprise, mais je crois qu'il est important de revenir, de savoir qu'est-ce que c'est le supply chain, qu'est-ce que c'est les solutions de supply chain, qu'est-ce que ça veut dire couvrir l'ensemble des processus de l'entreprise. Et les Advanced Planning Scheduling, ce qu'on appelle les APS, ça couvre l'ensemble effectivement des processus de l'entreprise au niveau stratégique, tactique et opérationnel. Ça va depuis les prévisions des ventes qui doivent être intégrées jusqu'aux approvisionnements en passant par la distribution, l'optimisation du réseau logistique, l'optimisation de l'ordonnancement et de la production. Donc si on n'a pas une vision globale de l'entreprise qui couvre l'ensemble des processus dans une solution intégrée, je pense qu'on n'arrivera pas à cette agilité. L'agilité, c'est de pouvoir être réactif, réagir, s'adapter aux différents changements et pour cela il faut le faire à tous les niveaux. Alors on parle d'un bout à l'autre. C'était peut-être déjà la vision des ERP et pour autant ils n'ont pas forcément fonctionné. Donc est-ce que les APS sont différents qui fonctionnent mieux dans ce cadre-là? Alors l'ERP va apporter, c'est l'aide à la décision, c'est la possibilité de prendre des décisions en amont, de ne pas être toujours sur la réactivité au dernier moment, mais va y avoir des modifications dans l'entreprise. Je crois qu'aujourd'hui les sociétés avancent, progressent, les processus changent, il y a des acquisitions, il y a des nouvelles personnes qui viennent et l'agilité ça va être de pouvoir s'adapter à ces changements dans l'entreprise. On parlait de solutions agiles. Une solution agile, donc c'est d'abord une solution qui va permettre d'avoir une vision globale à tous les niveaux de l'entreprise et dans tous les processus, mais je pense que le mot-clé c'est l'intégration. C'est d'avoir une solution, une simulation qui va permettre de prendre en compte aussi bien des aléas au niveau de la demande, au niveau du marché, des aléas au niveau de la production, des aléas au niveau des approvisionnements, des changements au niveau du réseau de distribution et pouvoir réagir rapidement. Et là, l'importance de la technologie qui va pouvoir permettre aux utilisateurs de simuler, de travailler par exception, parce que lorsqu'on parle au niveau d'une entreprise globale, avec une vision globale de l'entreprise, il y a beaucoup d'informations. Il faut qu'on laisse à l'utilisateur la possibilité de simuler sur les données importantes, de travailler par exception, même si on prend en compte l'ensemble de la supply chain. Et l'agilité également, je crois que c'est une prise en main rapide d'une solution. On a vu des solutions qui mettaient 6 mois, 1 an à se mettre en place. Entre le moment où on a démarré un projet et on le termine, l'organisation a déjà changé. Donc ce qui est important également, c'est d'avoir des solutions qui puissent s'installer rapidement, qui puissent se faire ça en quelques mois, en 3-4 mois, et ensuite être capable de s'adapter aux modifications de l'entreprise, aux évolutions de l'entreprise. L'agilité, c'est donc au niveau de la modélisation qu'on va faire au niveau d'une entreprise et la capacité de s'adapter aux évolutions de l'entreprise qui est importante. Alors on a parlé également de l'agilité d'un bout à l'autre de l'entreprise, on a parlé de l'industriel, beaucoup d'industriels. Je pense qu'il ne faut pas oublier l'importance de l'agilité qu'on doit en avoir au niveau du grand import. Je veux dire, l'agilité, elle va aussi venir au niveau du retail, au niveau, aujourd'hui, lorsqu'une bonne partie des composants ou d'autres vont venir, vont être importés de Chine par exemple, si l'agilité, ça va être capable de prendre en compte l'ensemble des aléas au niveau des approvisionnements également de ces matières premières, au niveau des entreprises qui font du retail,
pour l'intégrer complètement dans la supply chain. C'est pas seulement au niveau industriel qu'on aura l'agilité. Merci Ariel. Donc justement, vous parliez d'export. Si on voit justement la supply chain d'un point de vue plus macro, d'un point de vue plus network design, je pense à la solution de Barlow World justement qui est utilisée pour revoir d'un point de vue stratégique la façon dont on implante ces usines, ces entrepôts. Est-ce que là aussi, il y a moyen à un niveau aussi stratégique de gagner en agilité, Gilles Allais? Oui, tout à fait. Alors tout d'abord, je devrais revenir un petit peu sur ce qu'a dit Ariel, sur lequel je souscris tout à fait sur le fait qu'il faut associer les niveaux stratégiques, tactiques et opérationnels. Effectivement, pour faire en sorte que la logique que l'on a en termes de réapprovisionnement, qu'on soit au niveau du magasin ou d'un entrepôt, en termes de stock de sécurité ou de lead time, ça doit vraiment refléter les objectifs stratégiques en termes de stock, en termes de niveau de service qui ont été définis bien plus en amont. Donc on a vraiment besoin d'une fluidité entre ces différents niveaux. Donc le deuxième aspect, effectivement, c'est de faire en sorte de peut-être de planifier plus souvent et d'accélérer la maille de planification, et à telle enseigne que souvent quand on parle de planification stratégique, de network design, ce qu'on constate effectivement de plus en plus chez nos clients, par exemple pour deux d'entre eux en ce qui nous concerne, chez Nestlé ou chez Carlsberg, plutôt que de raisonner en termes de maille annuelle ou pluriannuelle, on raisonne de plus en plus à un niveau tactique. Donc d'une certaine manière, le niveau stratégique et le niveau tactique se confondent pour faire en sorte qu'on puisse, au mois le mois, pour faire face, je dirais, aux variations de la demande et des marchés, essayer d'ajuster l'allocation des ressources que l'on a, donc les entrepôts, les usines, toutes les plateformes que l'on a à disposition qui peuvent être plus ou moins adaptées à tel ou tel type de demande. Donc c'est aujourd'hui une tendance, je dirais, de regroupement entre les niveaux stratégiques et tactiques. Le deuxième aspect que je voulais souligner également, c'est en termes de planification, je pense qu'il faut planifier plus souvent. Planifier plus souvent, ça veut dire aussi faire en sorte de revoir tous les paramètres qui pilotent la planification le plus souvent possible. Je pense notamment à tous les paramètres de stock, donc les stocks de sécurité, les lead time, les minimums de commandes, etc. Donc tous ces paramètres qui sont souvent définis une fois pour toutes ou révisés de façon très, très erratique, doivent au contraire être révisés sur une maille peut-être hebdomadaire ou sinon quotidienne pour justement faire face à l'évolution de la supply chain, et c'est ce qui va contribuer, je pense, à rendre aussi de l'agilité. Merci bien. Donc, on est d'accord tous sur le constat. Effectivement, il faut être plus agile au niveau opérationnel, il faut être plus agile au niveau tactique, il faut être plus agile au niveau stratégique, il faut être plus agile au niveau de son entrepôt, il faut être plus agile partout, quoi. Donc là, on est tous d'accord là-dessus. Maintenant, c'est le comment. Qu'est-ce que vous faites, vous, à chacune de vos échelles d'éditeurs pour rendre cela possible ? Est-ce que vos applications, par exemple Ariel, tu avais dit, il faut être plus souple dans le déploiement, il faut être plus rapide dans les projets pour ne pas faire en sorte que l'objectif ait tellement changé qu'on soit plus dans les clous à la fin. Donc concrètement, en tant qu'éditeur, qu'est-ce que vous avez fait chacun à votre niveau pour faire en sorte que ce soit plus facile, 1, de dialoguer avec d'autres systèmes, 2, de faire des projets plus rapides, 3, de se déployer peut-être plus largement et faciliter la connectivité de tous ces points de la supply chain. Alors, tu parles de l'ensemble des Tu parles de l'ensemble des processus, tu dis voilà, il faut être agile là, il faut être agile là, il faut être agile là. Je ne suis pas tellement d'accord, je pense qu'il faut être agile partout en même temps. L'agilité, on l'aura seulement si on couvre l'ensemble des processus dans une seule solution. Parce que ce qu'on a vécu chez des clients il y a quelques années, où ils avaient une partie prévision de vente ici, ils avaient du warehouse ici, ils avaient de la production ici, de l'ordonnancement là, de l'Excel au milieu, un ERP mal intégré là, ça ne permet pas d'avoir l'agilité. L'agilité, ça va être la réactivité à un changement qui pourrait être au niveau du marché, qui pourrait être au niveau du marketing, qui pourrait être au niveau des lignes de production. Donc l'intégration est très importante. Et c'est le fait d'avoir, ce que nous on a essayé d'apporter à nos clients, c'est le fait d'avoir une seule solution qui va couvrir et le manufacturing et le retail, qui va permettre une réactivité. Qu'est-ce qu'on a fait à part ça? Effectivement, c'est développer des technologies qui permettent, ce que nous on appelle le single click collaboratif, c'est permettre de réagir en temps réel à une modification, de tout recalculer tout de suite et pas avoir des moulinettes qui vont tourner de tous les côtés et on va pouvoir prendre en compte dans le même outil et des prévisions de vente. Une modification d'une donnée va directement avoir un impact, on va voir l'impact tout de suite. Au niveau des projets, ceci est important. Ce n'est pas que le fait d'aller vite dans des projets, c'est de pouvoir avoir des projets qui soient adaptés au secteur d'activité, mais également qui puissent évoluer dans le temps. Et c'est pour ça qu'on a mis en place, et on en a déjà discuté il y a quelques mois, sur les projets RTP que Dynasys a mis en place, les projets Ready to Plan, qui sont des projets
par secteur d'activité qui permettent d'implanter une supply chain en quelques mois. En 3-4 mois, vous implantez les best practices de vos sociétés. Et ensuite, il y a un transfert de compétences dans ces quelques mois qui permet ensuite de faire évoluer la solution en fonction, et ça c'est important pour l'agilité, des changements qu'il y aura dans la société. Henri Seroux, qu'est-ce que vous avez fait, vous, à votre niveau, pour rendre, j'allais dire, ces solutions plus accessibles et faire en sorte que la supply chain soit plus agile, en tout cas pour les supply chains que vous pilotez? Nos clients ont fait le constat que même si les solutions de prévision sont dotées d'algorithmes extrêmement intelligents et pilotées par des gens qui sont plus intelligents encore, le consommateur et les aléas de l'économie vont le mettre malgré tout en échec tous les jours, parce qu'on ne peut pas prévoir au milieu de millions de SKU et de centaines de magasins que tous les produits soient là partout tous les jours dans des quantités suffisantes. Donc en fait, on a inventé depuis 6 ans une solution logicielle complémentaire du WMS et complémentaire de la gestion commerciale qui se glisse entre les deux, qu'on appelle un order management multicanal, et qui permet, en ayant une visibilité des stocks disponibles en temps réel partout sur tous les magasins, par exemple, puisqu'il faut bien, j'irai parler par secteur peut-être pour un peu être plus précis, donc je parle là de la distribution multicanal. Avec un order management de ce type, on est capable de ne plus rater une vente par défaut d'une taille ou d'une couleur, quel que soit le point de vente où arrive le client ou même le site web, parce qu'on connaît en temps réel la disponibilité de ce produit sur tous les autres magasins, sur tous les autres points de stock, qu'on a doté les équipes du magasin de solutions sur tablette notamment, qui leur permettent immédiatement de promettre de vendre ce stock, de donner au client le choix de son mode de livraison, de retrait, etc. Et donc quelque part on a étendu la supply chain jusqu'au bout du bout, au contact du consommateur. Et bien entendu, il faudra toujours prévoir et refaire des modèles de restockage. Mais en attendant, ce jour-là, on n'a plus perdu la vente, même si son magasin est petit, même si on n'a plus la couleur ou la taille. Et c'est vrai aussi bien dans le secteur du bricolage, où on fait des projets en France sur ce thème-là aujourd'hui, que dans la mode et tous les secteurs de la distribution. Donc une agilité au niveau d'un réseau en permettant à différents points d'échanger éventuellement des quantités qu'ils auraient pour remplir des ruptures à un autre point. Ça, c'est une forme d'agilité au niveau d'un réseau de distribution. D'éviter de bâtir des stocks excessifs, de sécurité partout, mais de mobiliser instantanément le stock du réseau s'il existe pour sauver la vente, ce qui est l'essentiel, la priorité aujourd'hui, on le voit de tous les projets. Certes, on cherche à économiser sur les coûts et rendre la supply chain plus agile, mais si la supply chain peut aider en plus à sauver des ventes et à les développer, à prendre des parts de marché, c'est ce qu'on nous demande en tout premier. Donc c'est déjà un bon point. Gilles Allais, donc effectivement ça, ce que disait Henri, c'était pratique parce que ça permet de gérer un aléa de vente, mais est-ce qu'il n'est pas plus pertinent de mettre les bons stocks au bon endroit? Est-ce que c'est possible pour être plus agile? Est-ce que à la limite c'est pas de mettre le bon produit au bon endroit avant d'attendre qu'il y ait une rupture? Effectivement, la première démarche, effectivement, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut déployer dans une approche dite multi-échelon les bons niveaux de stock de sécurité au bon endroit, ce qui va permettre d'anticiper les soucis qu'on peut avoir au niveau opérationnel. Donc ça, c'est l'approche dite multi-échelon. Après, ce que j'aurais tendance à dire aussi, c'est peut-être le corollaire de l'agilité aussi, c'est la pérennité, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que le système qu'on met en place soit assez simple et facile à réutiliser au quotidien, sinon s'il est plus utilisé, il est plus agile du tout, d'une certaine manière. Donc il y a cet aspect-là aussi à prendre en ligne de compte. Et il y a aussi, encore une fois, en termes de vitesse d'exécution, c'est de pouvoir faire des simulations très rapidement. Quand on est au niveau des réseaux ou quand on est au niveau des stocks, de pouvoir faire des diagnostics le plus rapidement possible. Ce qu'on constate aujourd'hui, notamment chez certains de nos clients, par exemple comme des prestataires logistiques, qui sont toujours dans le rush, dans l'urgence pour répondre à des appels d'offres sur des choses qui sont pourtant très importantes au niveau stratégique. Donc c'est là effectivement tous les outils agiles et les outils de simulation pour positionner les entrepôts, pour positionner les stocks dans des délais très courts, en essayant de prendre des hypothèses dans des délais très courts, apportent leur contribution.
Justement, René Desvignes, vous disiez que finalement vous étiez plutôt contre le fait de prévoir, en disant franchement c'est plus possible. Est-ce que vous maintenez cette position compte tenu de tout ce qu'on vient de dire, ou vous l'amenuisez un peu? Alors je vais tuer un mythe, c'est-à-dire, je l'avoue, je ne suis pas contre les prévisions, mais je dis c'est nécessaire, mais pas suffisant. Alors pour répondre à la première question que vous aviez demandé, c'est qu'avez-vous fait pour transformer en système d'information l'agilité? En ce qui concerne le Agile Manufacturing, à la demande de nos clients, puisque c'est nos clients qui l'ont demandé, première recette très simple, nos clients ont souhaité que tout ce qui résidait dans des systèmes parasites, pardon du terme, qui était en fait tout ce qui résidait dans la culture Excel, puisse être dans un repository. Je vous garantis, quoi un repository? dans un système qui reprenne toutes ces données, puisque la force, c'est quand même les données. Donc, première chose qu'on a faite pour nos clients, c'est d'avoir un système d'information manufacturing dans lequel on puisse capturer toutes les données qui étaient avant dans des systèmes Excel et leur donner une structure, un format de données et du sens qui soit présentable à tous. Point numéro 1. Point numéro 2, pour qu'il soit présentable à tous, les plans industriels, ils vont du long terme au très court terme. Donc nos clients nous ont demandé de faire un modèle dynamique global, c'est-à-dire que quand j'ai une modification sur le long terme, elle interagisse en simulation sur le court terme. Dans ce sens-là, en général, ça va toujours bien. Quand vous modifiez le long terme, sur le court terme, vous avez le temps de venir voir. L'inverse est beaucoup plus intéressant. Pour donner une agilité à votre supply chain, il faut pouvoir réagir du court terme au long terme et vice-versa. Donc on a fait un modèle dynamique global. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nos clients utilisent un plan directeur de production jusqu'à l'ordonnancement dans un seul modèle dynamique global. Le troisième point, c'est évidemment, vous l'avez dit, ça va sans dire, mais l'intégration est clé, c'est-à-dire que ça ne doit pas être mis à la disposition des gens concernés par l'industriel, mais à la disposition de l'ensemble de l'entreprise. Donc intégration veut dire collaboration, ça veut dire que c'est un système dont les données sont présentées différemment suivant les gens qui vont les utiliser. On revient sur stratégique, tactique, opérationnel. Donc le modèle sera très détaillé sur l'opérationnel, un peu moins au niveau tactique, et puis au niveau stratégique, vous aurez des tableaux de bord qui vont vous donner cette information. C'est à ce prix-là que vous aurez de l'agilité, et là encore, le manufacturing agile est dans une vision globale, c'est-à-dire, pour retuer le mythe, faut-il encore que l'ensemble des plans de planification qui vont alimenter les plans manufacturing soient des plans qui eux aussi sont agiles, c'est-à-dire qui prennent en compte une rapidité, une flexibilité de mouvement qui vous permettent de revenir là-dessus. Merci René. Là, on a vu effectivement que, a priori, les systèmes d'information ne sont pas vraiment un problème dans la mesure où, quelque part, il y a qu'à, enfin, on a dit, il faut de l'intégration, il faut passer d'un plan à l'autre, sans problème, etc. Voilà tout ce qu'il faut faire. Donc ça, on l'a bien compris, ce qu'il faut faire. Maintenant, je voudrais avoir l'avis de Laurent Pénard, un avis, j'allais dire, extérieur. Dans les entreprises, ça se passe vraiment comme ça. On est limité par les systèmes d'information, on a d'autres freins sur l'agilité, parce que là on se dit il y a qu'à, finalement les systèmes c'est pas là où il y a le frein. Est-ce que quand même il n'y a pas des freins au niveau des systèmes? Est-ce que l'intégration c'est si facile que ça à réaliser? Et est-ce qu'il n'y a pas d'autres freins encore qui font que entre la volonté d'être agile et le fait de l'être effectivement, il y a quand même un petit gap? Tu as raison, et peut-être pour revenir sur les limites de l'ERP par rapport aux outils qui sont présentés ici, et même à des nouvelles générations qu'on pourrait attendre, on peut se dire qu'aujourd'hui, quand même, quand on parle d'agilité, le monde aujourd'hui il est confronté à des ruptures. C'est-à-dire que nous, on voit des clients qui, sur certains marchés ou certaines régions du monde, sont en train de perdre 30% ou 40% de leurs ventes en quelques années, voire moins quelquefois. Donc, si je suis un peu caricatural et qu'on regarde la maturité des entreprises quand on a un premier rendez-vous avec elles et qu'elles nous expliquent un petit peu leurs problèmes et elles sont anxieuses sur leur capacité à évoluer, en général, quand elles ont que des ERP et des petits bouts d'APS un peu mal utilisés, on a tendance à dire qu'elles vont pouvoir réagir à 10-20% de variation.
quand elles ont bien câblé le type d'outils qu'on présente aujourd'hui et qu'elles ont fait des choses intéressantes en termes d'intégration, elles vont peut-être pouvoir toucher 20-30% de variation de demande dans les territoires, la capacité, elles connaîtront mieux leur capacité à réagir des usines, elles connaîtront les capacités de leurs fournisseurs, ça c'est un point très important, souvent en interne ils vont pouvoir réagir et ils ne se rendent pas compte que leurs fournisseurs ne peuvent pas suivre sur les sources qu'ils ont trouvées. Et alors après, quand la personne elle nous dit écoutez, voilà, moi mon entreprise, on envisage de faire en gros, malheureusement c'est quand même une réalité, moins 20% ou moins 30% en Europe dans les 5 ans et l'inverse en Asie et en Amérique latine, il va falloir redéployer nos moyens de production, nos moyens d'achat, retrouver des nouvelles sources, etc. À quelle vitesse, quelle simulation. Effectivement, s'ils sont dotés d'outils APS et opérationnels bien connectés, ils vont pouvoir commencer à simuler leur évolution. Mais il faut quand même des outils de simulation sophistiqués. Et je dirais que ça, c'est vraiment les couches nouvelles qu'on attend de ces outils-là. C'est est-ce que j'ai les bons moyens de diagnostic et est-ce que je peux simuler tous mes leviers en fait et toutes les contraintes que je vais avoir dans cette rupture, parce que là mon agilité ça va être carrément de réagir à une rupture énorme de mon organisation. Et puis le troisième point, je pense c'est celui auquel tu voulais venir, c'est qui va être le leader de ces changements dans l'entreprise. Et alors là, on a souvent une grande douleur, c'est le côté très cacophonique des comités de direction, où chacun pense avoir tiré le meilleur diagnostic et avoir la meilleure idée d'évolution, entre le directeur financier qui va lui plutôt regarder sa structure budgétaire et l'évolution de ses budgets sur les années qui viennent, le directeur supply chain qui lui est censé avoir la meilleure animation finalement de cette décision mais qui n'est pas toujours écoutée. La production qui, elle, a prévu de toute façon de saturer ses usines françaises encore pendant 2 ou 3 ans et qui ne comprend pas qu'on va lui retirer 20% de charge ou 30% de charge alors qu'on lui demande de baisser ses prix unitaires. Enfin, là, on a en général un nœud de rigidité très fort qui vient. Et alors c'est vrai qu'en tant que cabinet de conseil, on pourrait dire que c'est notre boulot d'essayer de trouver le consensus. Mais si on n'a pas des bons outils pour permettre aux gens de prendre de la distance et de réagir par rapport à ça, c'est pas des concepts qui vont les convaincre. C'est souvent d'avoir fait des bons prolongements des données actuelles, des plans actuels et les aider à se réconcilier autour de plans et des moyens qu'ils doivent mettre en face. Et c'est ça qui est important après pour obtenir un leadership et que quelqu'un prenne en main toutes les actions d'agilité et de souplesse dont on a parlé. Une fois encore, on en revient à la capacité à décider. C'est bien d'avoir une vision, c'est bien d'avoir des outils pour réagir, mais encore faut-il qu'il y ait les hommes au bout pour prendre les bonnes décisions. À ce stade du débat, est-ce que vous avez des questions pour nos intervenants ? Ah, je vous ai pris de court, hein. Dormiez bien, vous étiez tous bien sages. Non ? Bon, je continue ? Ouais, vous voulez pas reprendre la main un petit peu, non ? Bon, alors, je continue. Oui, Ariel, si tu veux ajouter quelque chose. Réagir à deux choses. En fait, vous avez beaucoup parlé des prévisions de vente, qu'on ne savait pas faire des prévisions de vente, que c'était plus des études de marché. Je pense que l'erreur, elle vient de parler des prévisions de vente. On parle aujourd'hui de la planification de la demande. Quand on parle d'agilité d'une supply chain, c'est la prise en compte de tout ce qui vient au niveau de la demande, en particulier je pense aux promotions. C'est-à-dire si on ne planifie pas sa production en coordination et de façon synchronisée avec les gens qui vont mettre en place les promotions, on va perdre cette anticipation et on ne sera pas agile. On va devoir réagir tard alors qu'on aurait pu anticiper. Donc je pense toute l'importance d'intégrer la gestion de la demande à l'ensemble du processus des supply chains. Deuxième chose sur laquelle je voudrais réagir, c'est que on a parlé un seul domaine, un seul modèle qui va faire l'ensemble de la supply chain. On a parlé de regroupement des niveaux tactiques et stratégiques. Je pense au contraire qu'une supply chain agile, dans le cadre d'un processus SNOP, c'est justement de gérer les différents niveaux de la supply chain, le niveau stratégique, le niveau tactique, le niveau opérationnel et l'exécution, tous les gérer mais de façon indépendante parce qu'elles n'ont pas les mêmes objectifs mais de façon synchronisée. Il est très important de les gérer, on n'a pas les mêmes objectifs lorsqu'on va vouloir avoir une agilité en anticipant beaucoup les investissements des prochaines années, on sera au niveau stratégique. Il faut que ce niveau stratégique se synchronise avec le niveau tactique
tactique. Et lorsqu'on va faire un bon plan de production, par exemple au niveau tactique, on va transmettre des informations très simples au niveau de l'ordonnancement, et finalement l'ordonnancement va devenir un jeu d'enfant. Donc ce qui est important, c'est pas de travailler tout en même temps, de tout faire tous les niveaux, mais de façon synchronisée. Oui, moi je vais revenir sur Terre après avoir entendu les gros mots concernant le niveau exécution tactique et stratégique. In fine, c'est la rentabilité du capital investi qui intéresse le monde. C'est-à-dire, je suis face au client final. Si je vends à perte, ben je ferme ma boutique. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit là de vraiment de définir, de dimensionner les moyens, que ce soit le stock ou les ressources, pour pouvoir amener mes produits vers le client final. Bien sûr, on peut appeler ça niveau exécution, niveau tactique, niveau stratégique, mais in fine, il faut transcender cette chaîne. Nous avons affaire à plusieurs blocs. Nous avons le bloc manufacturing et nous avons le bloc distribution. Et entre chaque bloc, il faut définir les indicateurs de performance inhérents à chacun de ces blocs-là pour pouvoir amener un produit vers le client final qui veut bien l'acheter. Et après, garantir, je dirais, aux investisseurs à tous les niveaux une rentabilité du capital investi. Alors, si vous voulez, c'est ça qui est important. Quand je prends, par exemple, le manufacturing, le manufacturing obéit à des règles, à des processus bien déterminés. Mais quel est l'indicateur? Si je vais définir un indicateur et un seul pour le manufacturing, c'est la capacité de ce manufacturing, de l'usine, à mettre en place et à distribuer un produit. C'est-à-dire, c'est le temps de réponse de ce bloc qui s'appelle manufacturing. On descend vers la distribution, c'est pareil. On a un entrepôt, vous allez vous perdre dans plein d'indicateurs de performance de l'entrepôt. Mais in fine, un entrepôt, il est caractérisé par un seul indicateur. C'est le temps de réponse de ce bloc-là par rapport à une demande extérieure et le coût que je dois mettre en face pour garantir ce temps de réponse. Je peux avoir un entrepôt complètement automatisé où le temps de réponse est très très bas, mais le coût qui sont en face ne justifie pas l'investissement. Alors il y a toujours un arbitrage entre les ressources que je veux mettre en place pour garantir un taux de service client, et on a toujours cet arbitrage à faire. Et c'est pour cela, je veux dire, on ne peut pas aujourd'hui dire que je suis capable de dimensionner mon stock, de dimensionner mes ressources, sans jamais avoir fait de prévisions. Aujourd'hui, la base de tout, c'est des prévisions multiniveaux fines qui permettent de dimensionner aussi bien le stock que de dimensionner les ressources. C'est pour cela, je dirais, dans notre démarche, chez Actios, on agit aussi bien. Chez nous, il n'y a que du stock. On stocke des produits et on a des stocks de ressources. Les stocks de ressources, c'est quoi? Ce sont les hommes et les femmes qui travaillent dans un entrepôt, ce sont les installations mécanisées ou pas dans un entrepôt, c'est l'investissement global de l'entrepôt, ce sont des ressources. Et que ça coûte de l'argent. Et après, nous avons des stocks de produits. Et par conséquent, il s'agit chez nous, dans notre démarche globale, d'agir aussi bien sur le stock des produits que sur le stock des ressources par une démarche graduelle, c'est-à-dire on a un système qui permet de faire du calcul prévisionnel aussi bien dans le point de vente que dans le centre de distribution que dans l'industrie. Et après,
Ça génère au niveau des produits un stock de sécurité, un stock et une quantité économique à faire circuler à travers le réseau. Au niveau des infrastructures, ça génère, ça dimensionne les ressources dont j'ai besoin pour pouvoir réaliser les tâches que je vais réaliser et surtout à moindre coût. C'est-à-dire, c'est surtout le coût, je dirais, la rentabilité du capital investi qui va pratiquement piloter toute la chaîne d'approvisionnement. Merci Joseph d'avoir effectivement remis cette notion de coût en valeur. Henri, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, un complément par rapport aux conditions de l'agilité qu'on veut donner à nos clients. Aujourd'hui, nous, on met à peu près 40 millions de dollars par an sur la table en R&D pour créer les conditions de cette agilité. C'est-à-dire une plateforme commune pour toutes les solutions et une étendue assez grande, je crois, en termes de process qui sont couvertes par elle sur la même technologie, les mêmes objets métiers, etc. À quoi ça sert concrètement pour donner des exemples d'agilité? Quand But nous demande, après avoir déployé 2 entrepôts en France, il dit finalement je crois qu'il va falloir faire celui de Shenzhen tout de suite en chinois et que ce soit démarré dans 5 mois parce qu'on change de prestataire. 5 mois après c'était démarré parce que le logiciel était déjà en chinois, disponible sur les mêmes technologies en Asie et avec des équipes capables de se mélanger avec les nôtres en France pour l'intégrer à Shenzhen. Quand Lacoste de Vanlay a fait la même chose en nous disant après avoir déployé 3 que maintenant il fallait aller au Pérou, on a pu aller au Pérou parce qu'on a des équipes aussi en Amérique du Sud et la capacité de faire tourner également l'application en espagnol. La demande immédiatement suivante de But, c'était finalement on a cette plateforme, mais on aimerait bien intégrer tous nos fournisseurs chinois et pouvoir décider, selon les volumes qu'ils nous livrent, s'ils livrent sur la plateforme à Shenzhen, sur les plateformes françaises ou directement au magasin. Il suffisait de déployer à ce moment-là les applications qui connectent le fournisseur et qui sont aujourd'hui sur la même plateforme. Des exemples là d'agilité qui sont en fait liés à l'intégration des applications logicielles entre eux, au partage qu'elles ont d'objets communs. Et puis naturellement, les hommes derrière ont fait vers eux le transfert des compétences sur ces applications. Et une bonne partie de ce travail-là, désormais, chez les prestataires d'un client à l'autre, sont faits par eux-mêmes. Est-ce que le mode SaaS devrait être aussi quelque chose qui facilite? Est-ce que le mode SaaS devrait être quelque chose qui facilite ce déploiement dans les 5 mois ou la capacité à justement accéder à une application qu'il faut à un endroit donné alors qu'on ne l'avait pas forcément prévu? Est-ce que ça aussi en termes de technologie c'est un point qui peut améliorer la mise à disposition des logiciels et donc la capacité d'être plus agile et de réagir? C'est tout à fait important, le on-demand qui fait partie de la stratégie de Dynasys et de QID depuis plusieurs années. C'est le fait justement lorsqu'il y a de l'agilité, c'est quand on va intégrer une nouvelle entreprise, de pouvoir directement intégrer l'ensemble des processus communs pour partager des flux communs, partager des produits communs et donc être capable d'installer sur un common framework une nouvelle entreprise et le on-demand le permet. Je veux dire, le bouton on le tourne, on a eu des cas de clients, on a tourné le bouton, le lendemain il était opérationnel sur une nouvelle plateforme et ça n'aurait pas été possible sur une architecture on-premise, donc installée chez le client. Donc effectivement le on-demand est une technologie supplémentaire qui va aider cela. Je voudrais juste donner un exemple, parce qu'on a cité des clients et comme je vois que le temps passe, je voudrais quand même citer le cas de CMOI, qui est arrivé dans une agilité complète, puisqu'il travaille avec les solutions de Dynasys au niveau des prévisions de vente, du master planning, de la production, lorsque malheureusement ils ont eu une usine qui a brûlé en Espagne, une usine qui était importante dans leur réseau logistique global. Qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils devaient servir leurs clients dès le lendemain. En utilisant les outils de simulation de Dynasys, ils ont pu ne perdre aucune commande, redéployer l'ensemble de leurs besoins sur les autres usines pour directement servir leurs clients. Ça, c'est l'agilité. Donc le maître mot, tu voulais ajouter quelque chose Laurent? Avant que je ne fasse une petite conclusion? Je t'en prie. Tu veux te lancer dans la conclusion? Oh oui. Vu l'heure, oui, ça pourrait. Non, moi je voulais juste rajouter une chose, c'est parce que comme on parle système d'information, et je ne sais pas si dans la salle il y a de nombreuses personnes des DSI, mais en termes de transformation des entreprises et de réaction, on a souvent un problème d'inertie.
parce que les DSI sont chargés de plein de projets, et toujours d'ailleurs on a l'impression de projets ERP, il y a toujours les nouvelles versions à installer, et on n'a pas vraiment l'impression que ça apporte grand-chose d'installer quelquefois la nouvelle version de telle solution ERP, et pourtant ça monopolise toutes les ressources. Et quand quelquefois on pousse pour que les solutions de mes camarades à la table soient vite mises en place, ou redéployées, ou reconfigurées, parce que justement, comme je le disais, les besoins d'un site ou de tout un pays ou de toute une région sont en train de changer, on nous répond que malheureusement, la DSI elle a 1 an ou 2 ans de travail devant elle sur déjà les plans prioritaires, et que pour l'instant, on ne voit pas où on va trouver les ressources. Alors, est-ce que justement, le SAS, pour revenir à la question juste d'avant, c'est pas une façon de faire en sorte que les gens de métier se réapproprient leur propre Pas totalement, parce qu'il faut que les données soient connectées, il faut que ça tombe quand même très très bien dans les successions des process de l'entreprise. Et je sais pas, si c'est des produits trop standalone, et le SaaS permet ça, il y a quand même une limite après à l'imprégnation des changements dans l'entreprise. Donc non, il faut que la DSI marche vraiment dans ces cas-là main dans la main avec les directions supply chain, parce que sinon tout ce dont on a parlé en termes de vitesse de réaction, ça se comptera en années. D'abord, je veux dire, si c'est le forme SaaS ou le forme habituelle d'installation de logiciel, l'important c'est dans combien de temps je peux mettre un système en marche dans une entreprise. On s'aperçoit que la formation, la conduite de changement sont beaucoup plus importants que l'installation physique proprement dite. Maintenant, qu'on fait ça en SaaS ou qu'on fait ça en licence habituelle, c'est une question de la maturité du produit de point de vue technologique. Dès lors où les conditions technologiques sont là pour utiliser un produit, que je le mets en SaaS ou que je le mets dans un mode habituel d'installation, ça ne change pas grand-chose, parce que en regardant bien les choses, la conduite du changement et la formation des gens sur le terrain pour bien utiliser le système est beaucoup plus longue que l'installation physique. Sauf si le produit est obsolète, dans ce cas-là l'installation physique dépasse de loin, je dirais, tout le reste, mais il ne s'agit pas de cela. Alors c'est pour cela, je veux dire, la question, je veux dire, il y a aussi la question de la garantie de fonctionnement, garantie de résultat. Les SLA. Voilà, mais dès lors où on adopte un modèle comme nous avons adopté chez Actios, on se fait payer uniquement sur le résultat, alors le client, lui, il s'en fout. Merci beaucoup. Je pense qu'on va pas forcément, on va vous laisser aller manger. Je pense qu'on fera pas forcément le tour de la question, mais déjà, je pense qu'on a déjà abordé pas mal de principes, à savoir que l'agilité, les logiciels le permettent, mais manifestement, c'est plus une question de conduite du changement, de processus adaptés, de capacité à prendre les bonnes décisions avec les bonnes personnes. Je pense qu'ils vont faire l'agilité des entreprises et qu'ils vont faire aussi les facteurs différenciants de demain entre des entreprises qui seront capables de faire face à des aléas avec des plans B, avec des capacités à réagir rapidement suite à des scénarios qu'ils auront comparés et qui auront été capables de faire les bons choix. Je pense que c'est certainement ça qui fera que les entreprises deviendront de plus en plus agiles. On a aussi parlé d'accélération des décisions, d'accélération de la planification. Il ne faudrait pas non plus qu'on devienne dans de l'hyper-réactivité, ce qui serait certainement très coûteux et qui serait plus de l'agitation que de la réponse à des aléas. Donc je pense que voilà, tout ça, c'est plus une capacité, j'allais dire, humaine, une fois encore, à bien appréhender les événements et à bien y répondre, le tout avec des outils intégrés, comme on a pu le voir à travers cette table ronde. Merci à vous.